Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur notre série de la classification sur des jeux de données déséquilibrés. Donc c'est parti. On avait donc vu la semaine dernière la partie introduction qui nous a permis de poser les fondations sur le vocabulaire et tous les challenges que justement venait apporter un jeu de données déséquilibré. On avait touché du doigt l'évaluation du modèle en présentant rapidement, enfin plutôt en nommant les différents métriques qu'on avait à notre disposition. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette deuxième partie d'évaluation du modèle, quel outil on a et dans quelle mesure ils sont adaptés sur l'évaluation d'un jeu de données déséquilibré. Allez, on est parti. Ça, c'était la semaine dernière. Voilà, donc petit rappel, donc déjà, quand on a un jeu de données déséquilibré, il nous faut des techniques spécialisées, puisque en fait la majorité des outils des métriques supposent par défaut une distribution équivalente entre les différentes classes. Un jeu de données déséquilibré, on va l'écrire avec un ratio, donc par exemple 1%, donc ça veut dire qu'on a pour un exemplaire d'échantillon minoritaire, on a 100 exemplaires majoritaires. La convention, c'est que la classe minoritaire, celle qu'on va chercher à prédire le plus, entre guillemets, ça va être la classe positive, notée 1, et la classe majoritaire, ça va être la classe négative, notée 0. Et donc, on va faire un focus aujourd'hui sur toutes les métriques d'évaluation qu'on va avoir à notre disposition pour ça. Alors, tout d'abord, on va parler de l'accuracy et l'idée qu'il faut retenir, c'est en quoi l'accuracy, justement, est trompeuse dans le cas d'un jeu de données déséquilibré. Alors, je suis tombé sur cette animation récemment sur LinkedIn que j'ai beaucoup aimé puisque ça rappelle forcément des souvenirs personnels où on voit du coup deux personnes qui assistent au même événement, un qui est très heureux et l'autre qui est très déçu. Et donc c'est vraiment entre guillemets le cliché dans le premier cas, on a le data scientist expérimenté, qui va avoir une accuracy à 99% et qui va se dire mince, c'est pas possible, il y a un souci. Donc il va être tout de suite déçu. Là où le junior, il va être très excité au début en disant oh yes, c'est vraiment bien, c'est génial. Avant de se retourner, de regarder que son collègue lui est complètement dépité et donc bah, va limiter. Voilà. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Alors l'accuracy, qu'est-ce que c'est? L'accuracy, c'est sûrement la métrique la plus simple. C'est le nombre de prédictions correctes sur le nombre total de prédictions. C'est ce qu'on emploie couramment. En français, on va dire précision, mais je préfère ne pas utiliser le mot précision puisque, comme j'utilise beaucoup de termes en anglais, precision en anglais, ça représente une autre métrique. Donc accuracy en statistique, si on se fie au vocabulaire strict, accuracy en anglais, en français, c'est traduit par justesse. Le cousin de l'accuracy, donc son inverse, c'est l'erreur. Donc c'est le nombre de prédictions incorrectes sur le nombre total de prédictions, donc à quel point un modèle se trompe. Et donc on peut forcément relier ces deux métriques. Donc l'accuracy c'est 1 moins l'erreur, et à l'inverse, l'erreur c'est 1 moins l'accuracy. Donc l'accuracy, comme je le disais, c'est une métrique qui est simple à calculer, qui est facile à comprendre. Le problème, c'est que à partir du moment où la distribution va être biaisée, l'intuition va être cassée. Et notamment lorsqu'on va avoir des répartitions, enfin, quand la classe majoritaire va être supérieure à 80-90%, ça va être très perturbant en fait l'accuracy. Et notamment, alors c'est pas en soi la métrique qui est fausse, c'est plus l'intuition, l'interprétation que nous on en fait, puisqu'on va euh, naturellement, entre guillemets, penser qu'une accuracy supérieure à 80%, c'est positif. Et là, je vous emmène vers les publicités qu'on voit à la télé, élimine 99% des bactéries, etc. Blablabla. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est la bactérie du Covid et qu'elle est dans ces 1%. Et ben, ça va pas fonctionner. Donc le produit, il est pas intéressant. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément pertinent l'accuracy dans un cas de déséquilibre. Alors, pour aller un peu plus loin dans les métriques, on a la matrice de confusion qui est représentée de cette manière-là. Bon, de temps en temps, vous retrouvez des lignes ou des colonnes qui peuvent être inversées, mais souvent on va avoir ça. Donc on va avoir en fait donc deux lignes. Une première ligne qui va représenter
les éléments qui sont positifs. En dessous, deuxième ligne qui va représenter les éléments qui sont négatifs. Et ensuite, une colonne pour venir indiquer combien d'éléments de la classe positive ont vraiment été prédits positivement. Donc ça va être ici. Et la ligne en dessous, ça va être parmi les éléments qui sont négatifs, combien ont été prédits positivement. Et la même chose sur la deuxième colonne. Parmi les éléments positifs, combien ont été prédits négativement. Et parmi les éléments négatifs, combien ont été prédits négativement. Donc ça nous donne 4 nouvelles grandeurs. Les vrais positifs. Donc les vrais positifs, c'est ceux qui ont été prédits positivement et qui sont vrais. On est ici. Les vrais négatifs, c'est ceux qui ont été prédits négativement et c'est vrai. Les faux négatifs, c'est ceux qui ont été prédits négativement, mais c'est faux. Donc, parce qu'en réalité, ce sont des positifs. Et à l'inverse, on a ensuite les faux positifs. C'est ceux qui ont été prédits positivement, mais c'est faux car ils sont négatifs. Donc, ayez bien en tête ces différents noms, puisqu'on va, en fait, à partir de ces grandeurs, on va définir d'autres métriques plus adaptées au jeu de données déséquilibrées. Donc l'accuracy, si je reprends sa définition, c'est le nombre de bonnes prédictions. Donc les bonnes prédictions, c'est ce qu'on a sur la diagonale ici. Donc ceux qu'on a bien prédit positivement et ceux qu'on a bien prédit négativement, divisé par le nombre total. L'erreur, c'est l'inverse. C'est les erreurs sur le nombre total. Donc les erreurs, c'est l'autre diagonale. Donc les faux négatifs plus les faux positifs, divisé par le nombre total. Dans scikit-learn, on a un classifieur extrêmement basique, extrêmement naïf, qui s'appelle demi-classifieur, et on peut lui préciser la stratégie. Donc là, on lui dit, tu vas tout le temps prédire la même valeur, et cette valeur, ça va être la valeur la plus fréquente. Donc là, dans le cas où on a des données à droite, il va calculer au début la valeur la plus fréquente, c'est la valeur 0, classe majoritaire, donc il va tout le temps prédire ça. Donc par défaut, ce modèle qui est extrêmement naïf, il va avoir une accuracy de 99%. Donc on peut se dire naïvement que c'est génial, mais non. Gardez en tête que en fait, c'est normal puisque par défaut, on a 99% d'éléments de la classe 0. Donc il ne fait rien, il se trompe juste sur les 1% de classe minoritaire. Maintenant qu'on a mis en évidence le problème de l'accuracy pour les jeux de données déséquilibrés, on va se concentrer sur des métriques plus adaptées. Donc le precision recall et ensuite la F-mesure, aussi appelée F-score. Alors la précision. J'ai mis en haut à droite la matrice de confusion pour qu'on la garde en tête. En fait, la précision, ça va représenter l'accuracy de la classe minoritaire. Et en fait, ça va se concentrer uniquement sur la colonne, cette colonne-là, c'est-à-dire parmi ceux qu'on a prédits positivement, quelle proportion était vraiment vrai. Donc c'est TP sur l'ensemble de ceux qu'on a prédits positivement. Et donc ça donne finalement en fait l'accuracy de la classe minoritaire. Ça c'est la précision. Un exemple, on a un jeu de données avec un ratio 1%. Donc on a 100, en tout on a 100 éléments minoritaires, 10 000 éléments majoritaires. Et en fait, quand on va afficher la matrice de confusion, on va s'intéresser uniquement à la première colonne. Donc on a sur les 100 positifs, on en a 90 qui ont été correctement détectés. Mais on a également 30 éléments négatifs qui ont été prédits comme positifs. Donc du coup, on fait le calcul et avec la précision, on va obtenir 0,75. Donc là, il faut imaginer qu'ici, du coup, on va avoir 10 et là, on va avoir 9000 et quelques. Deuxième exemple, légèrement différent, où cette fois-ci, donc on prédit moins, donc on a toujours la même répartition, on prédit moins d'éléments positifs, cette fois-ci que 45, donc il faut imaginer qu'ici on en a 55. Mais par contre, des éléments qu'on prédit positifs et qui sont en fait négatifs, on en prédit beaucoup moins, cette fois-ci que 5. Donc même si on a prédit moins, même si on a moins bien prédit d'éléments positifs, on a largement moins bien prédit, on s'est moins trompé dans notre prédiction. Donc en fait, on va, avec le même calcul, la même formule, en tout cas, on va avoir une précision cette fois-ci de 0,90.
Donc lorsque le modèle prédit positivement, on a plus confiance en lui. On est sûr qu'il a moins de chances de se tromper. Par contre, malheureusement, il laisse passer beaucoup plus d'éléments positifs en prédiction négative. Ça, c'est dans le cas d'une classification binaire. Quand vous avez un problème de multiclasse, en fait, il suffit de généraliser la formule de la précision avec la somme des vrais positifs sur la somme des vrais positifs et des faux positifs appliqués aux classes en question. Dans scikit-learn, c'est très simple. On a une fonction precision score. Et nous, dans notre cas, on va lui préciser donc, le paramètre average pour lui dire qu'on s'intéresse uniquement à la classe 1 positive. Multiclasse, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va lui préciser les labels qu'on va prendre en compte. Donc, c'est-à-dire, on va pas prendre, enfin, dans le cas précédent, c'est-à-dire qu'il ne va pas en prendre en compte la classe majoritaire. Et là, la classe majoritaire, on suppose que c'est 0. Donc là, on va faire 1 et 2. Et en lui mettant la valeur micro dans le paramètre average, ça va lui dire qu'il prend en compte les labels 1 et 2 dans la formule qu'on a présentée précédemment. Donc ça, c'était la precision. Et maintenant, on va voir la cousine, qui est le recall. Donc le recall, c'est la première ligne. Donc la precision, c'était la première colonne et le recall, c'est la première ligne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est les prédictions positives parmi tous les éléments qui sont positifs. Donc c'est la capacité du modèle à détecter un élément minoritaire. Donc c'est voilà, sa couverture en fait. Donc sa formule, c'est les vrais positifs divisé par vrais positifs plus faux négatifs. Ici. Cette fois-ci, on ne s'intéresse pas du tout aux échantillons négatifs. Donc c'est-à-dire soit les faux positifs, soit les vrais négatifs. On s'intéresse que aux éléments qui sont vraiment positifs. Un exemple, donc toujours un jeu de données déséquilibré, 1%. On a notre modèle à détecter 90 éléments positifs qui le sont vraiment. Et par contre, il y a 10 éléments qu'il a prédit négatifs alors qu'ils étaient positifs. Donc il va simplement avoir un recall de 0,90. Et donc forcément, vous vous rendez compte qu'il va y avoir un équilibre à trouver entre la précision et le recall. C'est-à-dire que si on augmente l'un, on a de fortes chances de diminuer l'autre. Donc il faudra trouver un seuil d'équilibre. Pour la multiclasse, on généralise également la formule. Donc la somme de tous les vrais positifs pour l'ensemble des classes divisé par la somme des vrais positifs et des faux négatifs. Dans scikit-learn, on importe la méthode recall score et de la même manière, on retrouve des paramètres similaires à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors maintenant que je vous ai présenté ça, la question c'est lequel choisir, precision ou no recall. En fait, tout va dépendre de ce qui vous coûte le plus cher ou ce qui a le moins d'impact. Vous allez prendre la précision quand votre but c'est de minimiser les faux positifs, parce que vous tromper dans les faux positifs, ça coûte cher. Et vous allez prendre le recall quand il faut minimiser les faux négatifs. Parce que prédire un faux négatif, ça coûte plus cher. Donc, encore une fois, il faut parler aux parties prenantes pour connaître tout ça. Si les deux sont importants dans une certaine mesure, vous avez une métrique qui est la F-mesure, qu'on retrouve également sous le nom de F-score, qui est une métrique souvent très populaire, puisque ça combine la précision et le recall, et en fait c'est la moyenne harmonique des deux. Donc, c'est-à-dire que ça prend, c'est 2 fois le produit divisé par la somme. Ce qui permet de dire, comme le but c'est de maximiser, la mesure elle est comprise entre 0 et 1. Si on augmente trop le recall au détriment de la précision va descendre vers 0 et donc le F-score va descendre vers 0, ou l'inverse. Si on augmente trop la précision au détriment du recall, ça va aussi également tendre vers 0. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux.
Donc c'est souvent un choix par défaut quand il n'y a pas vraiment de différence d'importance entre se tromper sur les faux positifs ou les faux négatifs. Dans scikit-learn, pour l'utiliser, donc c'est F1 score dans le module Oops, dans le module Metrics, qu'on utilise comme tout à l'heure, les vraies valeurs, les prédictions. Et on peut également généraliser le F1 score, enfin le F score, en F beta score ou F beta mesure. L'idée c'est de dire les deux m'intéressent mais pas dans la même proportion. Donc pour ça on va en fait introduire un coefficient bêta qui va dire dans quelle mesure on accorde de l'importance à la précision mais pas autant qu'au recall ou vice versa. Donc par exemple là dans la formule qu'on a, si bêta égale à 0,5, ça veut dire qu'on accorde plus d'importance à la précision. Si le bêta égale 1, on retrouve la formule du F-score. Et si F égale 2, c'est-à-dire qu'on apporte plus d'importance au recall. Voilà. Donc voilà, ça permet de dire, je ne veux pas non plus privilégier que la précision, le recall est aussi important, mais dans une moindre mesure. Donc du coup, je vais prendre un F05 ou un F06, F07, là c'est à vous de voir. Voilà pour les premières métriques qui donnaient des valeurs directes. Maintenant, on va s'attarder sur deux outils qui sont qui sont pas plus généralistes, mais qui permettent d'avoir un point de vue un peu plus global sur les performances d'un modèle. C'est donc deux outils à base de courbes, la courbe ROC et la courbe Precision Recall. Commençons par la courbe ROC. Donc en fait, la courbe ROC, on va le voir, c'est une courbe qui va résumer différentes performances selon différents seuils. Donc typiquement, euh, en, en régression logistique, quand vous avez ce que vous faites, c'est que finalement vous prédisez une probabilité. Donc, je vous rappelle la fonction sigmoïde entre 0 et 1. Et donc, plus la probabilité est proche de 1, plus on va prédire la classe 1, et plus la probabilité est proche de 0, plus ça va tendre vers 0. Et donc, par défaut, le seuil, on le met à 0,5. Mais peut-être que 0,5, c'est pas le bon seuil pour votre problème. Donc, ce qu'on va faire avec la courbe ROC, c'est qu'on va faire, en fait, on va faire varier le seuil d'appartenance à une classe ou l'autre. Et pour chaque seuil, on va mesurer deux métriques, donc le taux de vrai positif et le taux de faux positif. Et pour chaque seuil, on va mettre un point sur la courbe, enfin sur le graphique. Et ensuite, on va relier tous ces points. Et tous ces points, ça va faire la courbe ROC. Et donc la courbe ROC, à la fin, ça va être le taux de vrai positif en fonction du taux de faux positif. Donc le taux de vrai positif, donc c'est les vrais positifs sur l'ensemble de tout ce qui est positif. Donc c'est le recall, si je ne m'abuse. Je vais vérifier ça, parce que autant vous dire que TPFN, c'est ça, TPFN. Donc ça, c'est le recall. Et le FPR, c'est le taux de faux positif, tout simplement. Donc c'est-à-dire, parmi tous ceux qui sont négatifs, quels sont ceux que j'ai prédits positifs et qui sont négatifs. Concrètement, à quoi ça ressemble? Donc on va avoir notre graphique, l'axe vertical, les vrais positifs, le taux des vrais positifs, l'axe horizontal, le taux des faux positifs. Et donc là, on a un exemple de courbe où finalement, chacun des points, ça correspond à un seuil. Donc peut-être qu'ici, c'est le seuil 0,5, ici c'est 0,6, ici c'est 0,7, etc. Et en fait, pour chaque point, on va avoir une valeur de FPR et une valeur de TPR. Et donc ça va permettre de potentiellement, sans avoir a priori, enfin sans connaître les contraintes métiers, de dire si vous voulez un FPR, si vous tolérez un FPR de 0,2, enfin plutôt vous voulez pas aller au-dessus, et ben on va peut-être prendre autour de là pour avoir tel TPR. Le classifieur parfait, c'est celui qui est en haut à gauche, c'est-à-dire qu'il a un TPR égal à 1, il a un FPR égal à 0. Donc il a jamais de faux positif.
Donc le TPR, c'est celui qui a une courbe ici, tac. À l'inverse, la diagonale, c'est un modèle qui n'a pas de performance, qui est nul. Parce que ça veut dire que c'est pile ou face, à chaque fois, grosso modo. C'est l'aléatoire. Donc en général, vous allez avoir des courbes qui sont entre ici et la partie aléatoire. Si vous êtes en dessous de l'aléatoire, c'est que votre modèle est extrêmement mauvais, puisqu'il est plus mauvais que l'aléatoire. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre l'inverse de ses prédictions, puisqu'il est extrêmement, enfin, puisqu'en fait, il se trompe quasiment tout le temps. Et bien si vous prenez l'inverse, il va avoir bon quasiment tout le temps. Petite astuce aussi. Alors, dans scikit-learn, ce qu'il faut faire, donc là on a un modèle régression logistique, on l'entraîne. Il ne faut pas récupérer donc, le predict de base qui va nous fournir la classe 0, 1. Là, il faut récupérer les probabilités. Donc, on récupère les probabilités et ça va nous renvoyer en fait un tableau de tableaux avec à chaque fois la probabilité d'appartenance à la classe 0 et la probabilité d'appartenance à la classe 1. Donc, dans un problème binaire, la somme est égale à 1. Et donc là, nous, on s'intéresse uniquement aux probabilités d'appartenance à la classe 1. Donc, c'est pour ça qu'on a ici cette syntaxe. Une fois qu'on a les probabilités d'appartenance, on lui donne le test, enfin les valeurs, les probabilités, et automatiquement, on a une méthode RockCurve qui va nous permettre de récupérer le FPR et le TPR associés pour chacune des probabilités. Et donc ensuite, il suffit de faire un plot pour, voilà, ici voir chacun des points. Donc chacun des points, c'est un seuil. Donc on voit que pour ce seuil-là, on a un FPR à 0,41 environ et un TPR égal à 0,95 peut-être. Voilà. Donc le but, c'est d'être le plus proche d'ici. Donc typiquement, j'ai aucun intérêt à prendre un de ces deux points-là, ou même enfin les points qui sont là, puisque finalement ils vont avoir un FPR élevé, et pour un TPR relativement équivalent, dans cette zone-là, j'aurai un FPR plus faible. Donc j'ai plus intérêt à prendre cela que cela. Et, et ensuite, même raisonnement à l'inverse. Au niveau des FPR, donc typiquement, si entre guillemets, j'arrive à prendre je détermine que ce seuil-là est un seuil que je prends, enfin, ou en tout cas un collègue va me dire ça, je vais dire, bah attends, on regarde, parce que regarde, pour un FPR relativement équivalent, tu vas avoir un gain en TPR en prenant le seuil suivant. Et ça reste, je sais pas, peut-être à 1% ou 0,1% dans le même ordre de grandeur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que on va pouvoir justement trouver le seuil qui correspond à notre problème. Alors ça, c'est bien pour comparer, pour avoir un modèle, mais comment on pourrait comparer plusieurs courbes? Donc dans certains cas, on va pouvoir comparer différentes courbes en parallèle, et ça va très bien se faire, enfin en parallèle, à l'œil en fait. Mais on a aussi un outil qui s'appelle le RockAUC qui va nous donner en fait une métrique de comparaison entre différentes courbes ROC. Le RockAUC, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'air sur la courbe ROC. Comme on a dit que le modèle idéal, il tendait, hop, je vais revenir en arrière, il tendait vers ici, l'air sur la courbe, c'est égal à 1. Parce que du coup, il va représenter 1. Et donc, on va simplement, si on compare deux courbes ROC, on va conserver le modèle qui maximise l'air sous la courbe. Donc l'air sous la courbe, ROC, ça peut être interprété comme la probabilité qu'un modèle classifie un exemple positif. Enfin, je recommence. C'est la probabilité qu'un modèle prédise une probabilité, que la probabilité d'un exemple positif soit supérieure à la probabilité d'un exemple négatif. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, retenez juste que ça permet de comparer différents modèles. Donc pour l'utiliser, on récupère nos prédicts proba de tout à l'heure, de la classe positive, et on invoque la méthode RockAUC score entre les tests et post-probs. Et ça va calculer l'air sous la courbe.
L'inconvénient, c'est que pour des données déséquilibrées, ROC et UC, bah, ça va être un peu comme l'accuracy, c'est-à-dire que ça va être misleading, déroutant. Parce que notamment la courbe ROC, en fait, elle a, elle accorde autant d'importance à la classe majoritaire ou minoritaire. Donc ça va pas être très pertinent. Et c'est pour ça qu'on a introduit un deuxième outil, la courbe Precision Recall. Donc la courbe Precision Recall, c'est la précision en fonction du recall. Idéalement, on veut une précision égale à 1 et un recall égal à 1. Donc cette fois-ci, le point 1, 1, c'est le point qui va être en haut à droite. Et à l'inverse, une courbe nulle, on va le voir, ça va être une ligne horizontale, où finalement la précision va être la proportion du nombre d'échantillons positifs. Donc j'ai rappelé les deux formules de la précision et du recall. Et si j'affiche ça, on va du coup avoir des courbes qui vont plus ressembler à ça. Ici, donc pareil, donc une courbe qui représente différents seuils. En haut à droite, le classifieur parfait qui aura une précision de 1 et un recall de 1. Ici, la courbe avec aucune compétence, ligne horizontale, et en dessous de la courbe, un modèle qui est encore plus mauvais. Dans scikit-learn, donc toujours predict proba, on récupère la probabilité de la classe positive et on appelle la méthode Precision Recall Curve qui va nous donner donc toutes les valeurs des précisions et toutes les valeurs des recalls. Et on obtient ici, voilà, ce genre de courbe. Et de la même manière, on va définir une métrique pour comparer des courbes entre elles, donc l'air sur la courbe de la courbe Precision Recall, qu'on appelle simplement ici dans scikit-learn Precision Recall Curve. Donc avec un jeu de données déséquilibré, donc de 1%, là on a tracé donc un modèle de régression logistique. On a bien donc à la diagonale, on a une aire à 0,5, on a la moitié du carré qui est rempli. Et pour une régression logistique, on va avoir quelque chose à 0,869 ici. Mais on va privilégier donc une courbe ROC, une courbe PR, pardon, qui va beaucoup plus se focaliser sur la classe minoritaire. Donc là, on a le no-skill qui est ici à 0,007 et l'air sous la courbe de la PR qui est à 0,228. Donc, laquelle choisir? La courbe ROC par défaut, donc le seuil est à, enfin, je veux dire, par défaut, les modèles, le seuil est à 0,5, donc ça va, il y a plus de chances que ça fasse un focus sur la classe majoritaire. Donc si vous l'utilisez dans un cas de jeu de données déséquilibré, le tuning de ce seuil doit être minutieux. Alors que sur une courbe PR, le focus se fait sur la classe minoritaire, donc ça va être plus adapté par défaut. On va s'intéresser maintenant donc, aux méthodes de scoring probabiliste. Donc l'idée de ces méthodes, c'est que on va mesurer la ressemblance ou l'incertitude qu'un échantillon appartienne à une certaine classe. L'idée, c'est que c'est un peu plus nuancé. C'est que lorsqu'on prend une classe, entre guillemets, c'est binaire, c'est classe 1, classe 0. Bah là, du coup, ça va être un peu plus nuancé, puisque un humain va pouvoir différencier si la ressemblance ou l'incertitude est à. C'est pas la même chose d'avoir une incertitude, enfin une appartenance à 0,6 ou à 0,9. Et donc forcément, l'opérateur humain aura cette sensibilité-là. Néanmoins, il va falloir calibrer en fait ces probabilités avec minutie pour éviter que la classe majoritaire prenne le pas. Donc certains modèles apprennent par défaut à calibrer dans leur process d'entraînement, comme la régression logistique, mais certains ne le font pas et donc ils vont nécessiter une calibration. C'est le cas pour les SVM, pour les arbres de décision, les réseaux de neurones, etc. Dans cette famille de métriques, on a deux métriques populaires, la log loss et le score de Breyer, de Brier, je ne sais pas comment on prononce. Et on va commencer par parler de la log loss. Donc la log loss, aussi appelée cross entropie.
ça mesure la, le log de la ressemblance, enfin l'opposé du log de la ressemblance. Aucune idée de comment on dit ça en français. Donc negative log likelihood. La formule qu'on a ici en blanc peut un peu paraître surprenante, mais en fait, elle s'explique très simplement. Donc, c'est ce que j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on a deux termes. On va avoir donc y0.log de la prédiction que ce soit égal à 0, plus y1, le log de la prédiction que ça appartient à la classe 1. Donc y0, c'est le fait qu'il appartient à la classe 0. Y1, c'est le fait que ça appartient à la classe 1. Et les chapeaux, c'est pour ça que c'est les prédictions. Et comme on est dans un cas binaire, la probabilité que ça appartienne à la classe 0, donc y chapeau 0, c'est 1 moins y chapeau 1. Donc si on retransforme cette formule en remplaçant donc y0 par 1 moins y1, donc y1, j'ai laissé y ici. Pareil pour ça, pour y chapeau. Bah, finalement, on se retrouve à ça. Donc c'est pour chacune des deux classes. Ça va être juste du coup la log loss pour la classe 0, la log loss pour la classe 1, et on prend l'opposé. Donc, si notre y est égal à la classe majoritaire, 0, ça va être à 0, donc on s'en occupe pas. Ça va être à 1, et ça va tendre, donc y de... Donc voilà, donc là on a dit y égale 0. Donc si y égale 0, on veut que y hat tende vers 0. Donc on veut que log de tout ça tende vers log de 1. Et log de 1 c'est égal à 0. Donc on a bien quelque chose de nul. A l'inverse, si y tend vers 1, alors qu'il devrait tendre vers 0, ici on va avoir log de 0, donc on aura moins l'infini, moins plus l'infini, donc on va avoir une perte positive. Et avec le même raisonnement, on a la même chose sur l'autre terme. En multiclasse, bah, on généralise, ça va être la somme de y fois log de y chapeau de la classe en question, tout simplement. Et en général, moi ce que je fais, c'est que je retiens cette formule-là, et plutôt que de m'embêter avec ce qu'on a précédemment. Dans scikit-learn, alors comment on fait? Donc on importe logloss, et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la logloss en fonction des différents cas. Le premier cas, c'est qu'on va toujours prédire 1. Ouais, non, pardon, on va toujours prédire la classe 0. Donc ici, on lui dit, donc ça en fait les deux, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 0 et la probabilité d'appartenance à la classe 1. Donc on a dit qu'on prédisait toujours la classe 0, donc il faut mettre un 1 ici et un 0 là. La logloss, pour dire qu'on prédit toujours la classe 0, c'est 0,345. Maintenant, on fait l'inverse. On fait l'inverse. On prédit toujours la classe 1, donc la classe minoritaire, décidément. Donc la classe minoritaire, c'est-à-dire que probabilité d'appartenance à la classe 0, c'est 0, et la probabilité d'appartenance à la classe 1, c'est 1. Et là, on va avoir une logloss de 34, beaucoup plus élevée, parce que finalement, on va se tromper beaucoup plus de fois, comme c'est la classe minoritaire. Ensuite, ce qu'on va en général prendre comme baseline en termes de probabilité, c'est qu'on va, on va respecter la distribution des données. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on a 99% de chance que ce soit la classe 0 et 1% de chance que ce soit la classe 1. Donc ça va être notre baseline. Donc là, on voit qu'on a finalement une baseline à 0,056. Donc c'est bien mieux que les modèles no-skill qu'on avait définis précédemment. Évidemment, ensuite, la logloss parfaite, c'est quand on ne se trompe pas, donc effectivement, on a bien égal à 0. Parlons maintenant du Brier score. Donc, l'idée de ce score-là, c'est simplement de mesurer l'erreur quadratique entre la probabilité et la vraie valeur de la classe, tout simplement.
Et le score, ça va résumer ça en prenant la somme des différentes erreurs sur tous les échantillons. Donc on a la formule, voilà, donc la prédiction moins la vraie valeur élevée au carré. Lorsqu'on implémente ça donc de la même manière, avec les 4 modèles, un modèle qui va toujours prédire la classe 1, non, qui va toujours prédire la première classe, la classe majoritaire. Là, on a un score, alors, qui va, non, oui, c'est ça, qui va toujours prédire la classe majoritaire. On a un score égal à 0,01. Si on prédit toujours la classe minoritaire, on a un score à 0,99. La baseline, ça va respecter du coup la distribution des données. On aura un score à 0,0099 et le score parfait, on aura un score de 0. Alors, et c'est là où ça peut porter à confusion, c'est que de base, il s'appelle score et en général, dans la littérature, on respecte la nomenclature notamment de scikit-learn où les métriques qui sont des pertes doivent être minimisées, donc elles doivent tendre vers 0 pour avoir un bon modèle, et à l'inverse, les métriques de type score doivent être maximisées. Et là, le Brier score, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, ça peut porter en confusion au début quand on prend main. Il faut bien se dire que c'est pour ça que dans scikit-learn, pardon, l'implémentation s'appelle Brier score loss. C'est bien pour insister sur le fait qu'il faut minimiser cette métrique. En général, donc, on ne l'utilise pas tel quel. On le transforme pour le comparer à un score de référence et avec un modèle extrêmement naïf. Donc on retrouve la même démarche avec le coefficient de détermination. Et donc on va définir le BSS, qui est donc le Brier Steel Score, où ça va être 1 moins votre score divisé par le Brier score d'un modèle de référence. Donc le but, c'est forcément que votre modèle, donc ça c'est une perte, je le rappelle, c'est que ça, votre Brier score soit très différent de celui-là déjà, parce que s'il est égal, le ratio va être égal à 1, donc on aura quelque chose égal à 0. On veut que ça tende vers 0, donc si ça tend vers 0, et que c'est plus petit que ça va tendre vers 0, et donc le Brier Steel Score va tendre vers 1. Si c'est négatif, les valeurs sont vraiment nulles. Si c'est positif, c'est encore mieux. Pour le calculer, donc là on a simplement mis une petite fonction de intermédiaire parce qu'il n'est pas directement disponible dans l'API de scikit-learn, mais on retrouve la même démarche sur les 4 modèles. Modèle, donc modèle de référence, qu'est-ce qu'il a pris en modèle de référence? Donc on a respecté la distribution, donc on a ça, et ensuite on vient calculer donc le BSS. Pour l'approche, on prédit toujours la classe 0, on a un BSS négatif, légèrement négatif. La classe 1, on a un BSS très négatif, donc très mauvais, beaucoup plus mauvais que le score de base. Baseline, bah forcément, on retrouve 0. Donc ce modèle baseline est aussi performant que le baseline. Et le parfait, c'est 1. Voilà pour les modèles, les métriques à base de probabilité. Maintenant, quelques mots sur la mise en place d'une cross-validation pour les jeux de données déséquilibrés. Donc, faut y prêter attention et pas utiliser les mêmes réflexes qu'on peut avoir sur des jeux de données équilibrés. Alors, c'est challengeant parce que il faut que la classe minoritaire soit suffisamment représentée dans le training et dans le test de base. Et là, vous imaginez bien que si on crée différents folds, il faut que dans chaque fold, il y ait une représentativité minimale, entre guillemets. Et c'est là où justement l'approche basique du k-fold peut être inappropriée, puisque il se peut que si on a tellement peu d'éléments que dans certains folds, il n'y ait même pas de classe minoritaire, donc finalement le modèle ne va rien apprendre. Comment on fait ça? L'idée, c'est pas de faire ces folds de manière aléatoire. Il faut qu'on maintienne en fait dans chacun des folds la même distribution que la distribution des classes. C'est ce qu'on appelle la stratification. Donc à gauche, on a une illustration de basique, on a nos données et on vient les splitter de manière sans ordre spécifique. Et ça, peu importe la classe. Donc là, on a un problème multiclasse.
Et donc en fait, on voit très clairement que pour les itérations 1, 2 et 3, dans le testing set, on n'a aucun élément de la classe bleue. De la même manière, sur la première itération, on n'a aucun élément de la classe marron dans le testing set. Donc ça pose un problème. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient du coup faire un stratified keyfold où on va faire en sorte que dans chaque testing set, pour chaque itération, on aura une proportion de bleu de la classe bleue, une proportion de la classe orange, une proportion de la classe marron. Pour faire ça, et ben en fait, quand vous faites votre trend test split, vous venez tout simplement faire stratify égale y. Et ça fonctionne. Et ensuite, on a un objet, ça que je l'ai pas mis, on a un objet qui s'appelle stratified qui est fold cross validation dans scikit-learn, qui le fait aussi également très bien. Voilà pour aujourd'hui sur l'évaluation des modèles et les différentes métriques qu'on a à notre disposition pour gérer des modèles déséquilibrés. Donc de quoi on a parlé? On a parlé effectivement du problème de l'accuracy, qui n'était pas adapté par défaut à des jeux de données déséquilibrés, puisque au-delà d'un déséquilibre supérieur à 90%, notre intuition d'humain euh, nous porte préjudice. Voilà. On a présenté ensuite la precision, le recall et le F-score, qui sont des métriques issues de la matrice de confusion. On a présenté ensuite les courbes ROC et la courbe precision recall, pour montrer que c'était des courbes qui résumaient finalement un ensemble de performances, et que la métrique pour les comparer entre elles, c'était l'air sous la courbe. En précisant à la fin que la courbe ROC faisait un focus sur les deux classes, alors que la courbe PR fait un focus sur la classe minoritaire. Ensuite, sur les méthodes probabilistiques, on a parlé de la log loss et du Breyer score et de sa variante Breyer skill score. Et enfin, on a précisé quelques bonnes pratiques sur la cross-validation pour les jeux de données déséquilibrés, avec notamment la partie stratified. Et ça termine donc cette section. Donc merci à vous, j'espère que vous avez appris des choses, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on va s'attaquer à la troisième partie, donc l'échantillonnage des données, les différentes techniques qu'on a à notre disposition, donc un gros chapitre, comment on va faire, comment on peut jouer sur l'échantillonnage des données pour mieux gérer le déséquilibre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!